Les Chouans, partie 4, suite du chapitre 2. Pourquoi, lui dit-il en lui prenant la main, qu'elle laissa prendre par distraction. Pourquoi mon indiscrétion, qui donnait un avenir à cette journée, en a-t-elle détruit le charme? Mademoiselle de Verneuil, qui paraissait souffrante, garda le silence. En quoi puis-je vous affliger, reprit-il, et que puis-je faire pour vous apaiser? Dites-moi votre nom. À son tour, il marcha en silence, et ils avancèrent de quelques pas. Tout à coup, mademoiselle de Verneuil s'arrêta, comme une personne qui a pris une importante détermination. Monsieur le marquis de Montauran, dit-elle, avec dignité, sans pouvoir entièrement déguiser une agitation qui donnait une sorte de tremblement nerveux à ses traits. Quoi qu'il puisse m'en coûter, je suis heureuse de vous rendre un bon office. Ici nous allons nous séparer. L'escorte et la malle sont trop nécessaires à votre sûreté pour que vous n'acceptiez pas l'une et l'autre. Ne craignez rien des républicains. Tous ces soldats, voyez-vous, sont des hommes d'honneur, et je vais donner à l'adjudant des ordres qu'il exécutera fidèlement. Quant à moi, je puis regagner Alençon à pied avec ma femme de chambre. Quelques soldats nous accompagneront. Écoutez-moi bien, car il s'agit de votre tête. Si vous rencontriez, avant d'être en sûreté, l'horrible muscadin que vous avez vu dans l'auberge, fuyez, car il vous livrerait aussitôt. Quant à moi, elle fit une pause. Quant à moi, je me rejette avec orgueil dans les misères de la vie, reprit-elle à voix basse en retenant ses pleurs. Adieu, monsieur. Puissiez-vous être heureux. Adieu. Et elle fit un signe au capitaine Merle qui atteignait alors le haut de la colline. Le jeune homme ne s'attendait pas à un si brusque dénouement. « Attendez !» cria-t-il avec une sorte de désespoir assez bien joué. Ce singulier caprice d'une fille pour laquelle il aurait alors sacrifié sa vie surprit tellement l'inconnu qu'il inventa une déplorable ruse pour tout à la fois cacher son nom et satisfaire la curiosité de mademoiselle de Verneuil. « Vous avez presque deviné, dit-il. Je suis émigré, condamné à mort, et je me nomme le vicomte de Beauvant. L'amour de mon pays m'a ramené en France, près de mon frère. J'espère être radié de la liste par l'influence de madame de Beauharnais, aujourd'hui la femme du premier consul. Mais si j'échoue, alors je veux mourir sur la terre de mon pays en combattant auprès de Montauran, mon ami. Je vais d'abord en secret, à l'aide d'un passeport qu'il m'a fait parvenir, savoir s'il me reste quelques propriétés en Bretagne. » Pendant que le jeune gentilhomme parlait, mademoiselle de Verneuil l'examinait d'un œil perçant. Elle essaya de douter de la vérité de ses paroles, mais crédule et confiante, elle reprit lentement une expression de sérénité, et s'écria « Monsieur, ce que vous me dites en ce moment, est-il vrai ?»« Parfaitement vrai, » répéta l'inconnu, qui paraissait mettre peu de probité dans ses relations avec les femmes. Mademoiselle de Verneuil soupira fortement, comme une personne qui revient à la vie. « Ah !» s'écria-t-elle, « je suis bien heureuse. »« Vous haïssez donc bien mon pauvre Montauran ?»« Non, dit-elle, vous ne sauriez me comprendre. Je n'aurais pas voulu que vous fussiez menacé des dangers contre lesquels je vais tâcher de le défendre, puisqu'il est votre ami. »« Qui vous a dit que Montauran fût en danger ? » ?»« Eh, monsieur, si je ne venais pas de Paris, où il n'est question que de son entreprise, le commandant d'Alençon nous en a dit assez sur lui, je pense. Je vous demanderai alors comment vous pourriez le préserver de tout danger. »« Et si je ne voulais pas répondre, dit-elle, avec cet air dédaigneux sous lequel les femmes savent si bien cacher leurs émotions. De quel droit voulez-vous connaître mes secrets ? » ?»« Du droit que doit avoir un homme qui vous aime. »« Déjà, dit-elle. Non, vous ne m'aimez pas, monsieur. Vous voyez en moi l'objet d'une galanterie passagère, voilà tout. Ne vous ai-je pas sur le champ deviné ? Une personne qui a quelque habitude de la bonne compagnie peut-elle, par les mœurs qui courent, se tromper en entendant un élève de l'école polytechnique se servir d'expressions choisies et déguiser, aussi mal que vous l'avez fait, les manières d'un grand seigneur sous l'écorce des républicains. Mais vos cheveux ont un reste de poudre, et vous avez un parfum de gentilhomme que doit sentir tout d'abord une femme du monde. Aussi,
tremblant pour vous que mon surveillant, qui a toute la finesse d'une femme, ne vous reconnut, l'ai-je promptement congédié. Monsieur, un véritable officier républicain sorti de l'école, ne se croirait pas près de moi en bonne fortune, et ne me prendrait pas pour une jolie intrigante. Permettez-moi, monsieur de Beauvand, de vous soumettre à ce propos un léger raisonnement de femme. Êtes-vous si jeune que vous ne sachiez pas que, de toutes les créatures de notre sexe, la plus difficile à soumettre est celle dont la valeur est chiffrée et qui s'ennuie du plaisir? Cette sorte de femme exige, m'a-t-on dit, d'immenses séductions, ne cède qu'à ses caprices, et prétendre lui plaire est chez un homme la plus grande des fatuités. Mettons à part cette chasse de femmes dans laquelle vous me faites la galanterie de me ranger, car elles sont tenues toutes d'être belles. Vous devez comprendre qu'une jeune femme noble, belle, spirituelle, vous m'accordez ces avantages, ne se vend pas et ne peut s'obtenir que d'une seule façon, quand elle est aimée. Vous m'entendez? Si elle aime, et qu'elle veuille faire une folie, elle doit être justifiée par quelque grandeur. Pardonnez-moi ce luxe de logique, si rare chez les personnes de notre sexe. Mais, pour votre honneur et le mien, dit-elle en s'inclinant, je ne voudrais pas que nous nous trompassions sur notre mérite, ou que vous crussiez mademoiselle de Verneuil, ange ou démon, fille ou femme, capable de se laisser prendre à de banales galanteries. Mademoiselle, dit le marquis, dont la surprise, quoique dissimulée, fut extrême, et qui redevint tout à coup homme de grande compagnie, je vous supplie de croire que je vous accepte comme une très noble personne, pleine de cœur et de sentiments élevés, ou comme une bonne fille, à votre choix. Je ne vous demande pas tant, messieurs, dit-elle en riant. Laissez-moi mon incognito. D'ailleurs, mon masque est mieux mis que le vôtre, et il me plaît à moi de le garder, ne fût-ce que pour savoir si les gens qui me parlent d'amour sont sincères. Ne vous hasardez donc pas légèrement près de moi. Monsieur, écoutez, lui dit-elle en lui saisissant le bras avec force. Si vous pouviez me prouver un véritable amour, aucune puissance humaine ne nous séparerait. Oui, je voudrais m'associer à quelque grande existence d'homme, épouser une vaste ambition, de belles pensées. Les nobles cœurs ne sont pas infidèles, car la constance est une force qui leur va. Je serais donc toujours aimée, toujours heureuse, mais aussi, ne serais-je pas toujours prête à faire de mon corps une marche pour élever l'homme qui aurait mes affections, à me sacrifier pour lui, à tout supporter de lui, à l'aimer toujours, même quand il ne m'aimerait plus. Je n'ai jamais osé confier à un autre cœur ni les souhaits du mien, ni les élans passionnés de l'exaltation qui me dévore. Mais je puis bien vous en dire quelque chose, puisque nous allons nous quitter aussitôt que vous serez en sûreté. Nous quitter? Jamais, dit-il, électrisé par les sons que rendait cette âme vigoureuse qui semblait se débattre contre quelque immense pensée. Êtes-vous libre? Reprit-elle en lui jetant un regard dédaigneux qui le rapetissa. Oh, pour libre, oui, sauf la condamnation à mort. Elle lui dit alors d'une voix pleine de sentiments amers. Si tout ceci n'était pas un songe, quelle belle vie serait la vôtre! Mais si j'ai dit des folies, n'en faisons pas. Quand je pense à tout ce que vous devriez être pour m'apprécier à ma juste valeur, je doute de tout. Et moi, je ne douterais de rien, si vous vouliez ma part. Chut! S'écria-t-elle, en entendant cette phrase dite avec un véritable accent de passion. L'air ne nous vaut décidément plus rien. Allons retrouver nos chaperons. La malle ne tarda pas à rejoindre ces deux personnages, qui reprirent leur place et firent quelques lieues dans le plus profond silence. S'ils avaient l'un et l'autre trouvé matière à d'amples réflexions, leurs yeux ne craignirent plus désormais de se rencontrer. Tous deux, ils semblaient avoir un égal intérêt à s'observer et à se cacher un secret important, mais ils se sentaient entraînés l'un vers l'autre par un même désir, qui, depuis leur entretien, contractait l'étendue de la passion. Car ils avaient réciproquement reconnu chez eux des qualités qui rehaussaient encore, à leurs yeux, les plaisirs qu'ils se promettaient de leur lutte ou de leur union. Peut-être chacun d'eux, embarqué dans une vie aventureuse, était-il arrivé à cette singulière situation morale où,
soit par lassitude, soit pour défier le sort, on se refuse à des réflexions sérieuses, et où l'on se livre aux chances du hasard en poursuivant une entreprise, précisément parce qu'elle n'offre aucune issue et qu'on veut en voir le dénouement nécessaire. La nature morale n'a-t-elle pas, comme la nature physique, ses gouffres et ses abîmes, où les caractères forts aiment à se plonger en risquant leur vie, comme un joueur aime à jouer sa fortune? Le gentilhomme et mademoiselle de Verneuil eurent en quelque sorte une révélation de ces idées qui leur furent communes après l'entretien dont elles étaient la conséquence. Et ils firent ainsi, tout à coup, un pas immense, car la sympathie des âmes suivit celle de leurs sens. Néanmoins, plus ils se sentirent fatalement entraînés l'un vers l'autre, plus ils furent intéressés à s'étudier, ne fût-ce que pour augmenter, par un involontaire calcul, la somme de leurs jouissances futures. Le jeune homme, encore étonné de la profondeur des idées de cette fille bizarre, se demanda tout d'abord comment elle pouvait allier tant de connaissances acquises à tant de fraîcheur et de jeunesse. Il crut découvrir alors un extrême désir de paraître chaste, dans l'extrême chasteté que Marie cherchait à donner à ses attitudes. Il la soupçonna de feinte, se querella sur son plaisir, et ne voulut plus voir dans cette inconnue qu'une habile comédienne. Il avait raison. Mademoiselle de Verneuil, comme toutes les filles du monde, devenue d'autant plus modeste qu'elle ressentait plus d'ardeur, prenait fort naturellement cette contenance de pruderie sous laquelle les femmes savent si bien voiler leurs excessifs désirs. Toutes voudraient s'offrir vierges à la passion, et si elles ne le sont pas, leur dissimulation est toujours un hommage qu'elles rendent à leur amour. Ces réflexions passèrent rapidement dans l'âme du gentilhomme, et lui firent plaisir. En effet, pour tous deux, cet examen devait être un progrès, et l'amant en vint bientôt à cette phase de la passion où un homme trouve dans les défauts de sa maîtresse des raisons pour l'aimer davantage. Mademoiselle de Verneuil resta plus longtemps pensive que ne le fut l'émigré. Peut-être son imagination lui faisait-elle franchir une plus grande étendue de l'avenir. Le jeune homme obéissait à quelqu'un des 1000 sentiments qu'il devait éprouver dans sa vie d'homme. Et la jeune fille apercevait toute une vie en se complaisant à la ranger belle, à la remplir de bonheur, de grands et de nobles sentiments. Heureuse en idée, éprise autant de ses chimères que de la réalité, autant de l'avenir que du présent, Marie essaya de revenir sur ses pas pour mieux établir son pouvoir sur ce jeune cœur, agissant en cela instinctivement, comme agissent toutes les femmes. Après être convenue avec elle-même de se donner tout entière, elle désirait, pour ainsi dire, se disputer en détail. Elle aurait voulu pouvoir reprendre dans le passé toutes ses actions, ses paroles, ses regards, pour les mettre en harmonie avec la dignité de la femme aimée. Aussi, ses yeux exprimèrent-ils parfois une sorte de terreur, quand elle songeait à l'entretien qu'elle venait d'avoir, et où elle s'était montrée si agressive. Mais, en contemplant cette figure empreinte de force, elle se dit qu'un être si puissant devait être généreux, et s'applaudit de rencontrer une part plus belle que celle de beaucoup d'autres femmes, en trouvant dans son amant un homme de caractère, un homme condamné à mort qui venait jouer lui-même sa tête et faire la guerre à la République. La pensée de pouvoir occuper sans partage une telle âme prêta bientôt à toutes les choses une physionomie différente. Entre le moment où, 5 heures auparavant, elle composa son visage et sa voix pour agacer le gentilhomme, et le moment actuel où elle pouvait le bouleverser d'un regard, il y eut la différence de l'univers mort à un vivant univers. De bons rires, de joyeuses coquetteries cachèrent une immense passion qui se présenta comme le malheur, en souriant. Dans les dispositions d'âme où se trouvait mademoiselle de Verneuil, la vie extérieure prit donc pour elle le caractère d'une fantasmagorie. La calèche passa par des villages, par des vallons, par des montagnes, dont aucune image ne s'imprima dans sa mémoire. Elle arriva dans Mayenne, les soldats de l'escorte changèrent, Merle lui parla, elle répondit, traversa toute une ville et se remit en route. Mais les figures, les maisons, les rues, les paysages, les hommes furent emportés
comme les formes indistinctes d'un rêve. La nuit vint. Marie voyagea sous un ciel de diamants, enveloppé d'une douce lumière, et sur la route de Fougères, sans qu'il lui vînt dans la pensée que le ciel eût changé d'aspect, sans savoir ce qu'était ni Mayenne, ni Fougères, ni où elle allait. Qu'elle pût quitter dans peu d'heures l'homme de son choix, et par qui elle se croyait choisie, n'était pas, pour elle, une chose possible. L'amour est la seule passion qui ne souffre ni passé ni avenir. Si parfois sa pensée se trahissait par des paroles, elle laissait échapper des phrases presque dénuées de sens, mais qui résonnaient dans le cœur de son amant comme des promesses de plaisir. Aux yeux des deux témoins de cette passion naissante, elle prenait une marche effrayante. Francine connaissait Marie aussi bien que l'étrangère connaissait le jeune homme, et cette expérience du passé leur faisait attendre en silence quelque terrible dénouement. En effet, elles ne tardèrent pas à voir finir ce drame que mademoiselle de Verneuil avait si tristement, sans le savoir peut-être, nommé une tragédie. Quand les 4 voyageurs eurent fait environ 1 lieue hors de Mayenne, ils entendirent un homme à cheval qui se dirigeait vers eux avec une excessive rapidité. Lorsqu'il atteignit la voiture, il se pencha pour y regarder mademoiselle de Verneuil, qui reconnut Corentin. Ce sinistre personnage se permit de lui adresser un signe d'intelligence, dont la familiarité eut quelque chose de flétrissant pour elle, et il s'enfuit après l'avoir glacé par ce signe empreint de bassesse. L'émigré parut désagréablement affecté de cette circonstance, qui n'échappa certes point à sa prétendue mère. Mais Marie le pressa légèrement, et sembla se réfugier par un regard dans son cœur, comme dans le seul asile qu'elle eût sur terre. Le front du jeune homme s'éclaircit alors en savourant l'émotion que lui fit éprouver le geste par lequel sa maîtresse lui avait révélé, comme par mégarde, l'étendue de son attachement. Une inexplicable peur avait fait évanouir toute coquetterie, et l'amour se montra pendant un moment sans voile. Ils se turent, comme pour prolonger la douceur de ce moment. Malheureusement, au milieu d'eux, madame de Gois voyait tout. Et, comme un avare qui donne un festin, elle paraissait leur compter les morceaux et leur mesurer la vie. En proie à leur bonheur, les 2 amants arrivèrent, sans se douter du chemin qu'ils avaient fait, à la partie de la route qui se trouve au fond de la vallée d'Ernée et qui forme le premier des 3 bassins à travers lesquels se sont passés les événements qui servent d'exposition à cette histoire. Là, Francine aperçut et montra d'étranges figures qui semblaient se mouvoir comme des ombres à travers les arbres et dans les ajoncs dont les champs étaient entourés. Quand la voiture arriva dans la direction de ces ombres, une décharge générale, dont les balles passèrent en sifflant au-dessus des têtes, apprit aux voyageurs que tout était positif dans cette apparition. L'escorte tombait dans une embuscade. À cette vive fusillade, le capitaine Merle regretta vivement d'avoir partagé l'erreur de mademoiselle de Verneuil, qui, croyant à la sécurité d'un voyage nocturne et rapide, ne lui avait laissé prendre qu'une 60aine d'hommes. Aussitôt, le capitaine, commandé par Gérard, divisa la petite troupe en 2 colonnes pour tenir les 2 côtés de la route, et chacun des officiers se dirigea vivement au pas de course à travers les champs de genêts et d'ajoncs, en cherchant à combattre les assaillants avant de les compter. Les Bleus se mirent à battre à droite et à gauche ces épais buissons avec une intrépidité pleine d'imprudence et répondirent à l'attaque des Chouans par un feu soutenu dans les genêts d'où partaient les coups de fusil. Le premier mouvement de mademoiselle de Verneuil avait été de sauter hors de la calèche et de courir assez loin en arrière pour s'éloigner du champ de bataille. Mais, honteuse de sa peur, émue par ce sentiment qui porte à se grandir aux yeux de l'être aimé, elle demeura immobile et tâcha d'examiner froidement le combat. L'émigré la suivit, lui prit la main et la plaça sur son cœur. « J'ai eu peur, dit-elle en souriant. Mais maintenant… » En ce moment, sa femme de chambre, effrayée, lui cria « Marie, prenez garde !» Mais Francine, qui voulait s'élancer hors de la voiture, s'y sentit arrêtée par une main vigoureuse. Le poids de cette main énorme lui arracha un cri violent. Elle se retourna et garda le silence en reconnaissant la figure de Marche à terre.
Je devrais donc à vos terreurs, disait l'étranger à mademoiselle de Verneuil, la révélation des plus doux secrets du cœur. Grâce à Francine, j'apprends que vous portez le nom gracieux de Marie. Marie, le nom que j'ai prononcé dans toutes mes angoisses. Marie, le nom que je prononcerai désormais dans la joie, et que je ne dirai plus maintenant sans faire un sacrilège, en confondant la religion et l'amour. Mais serait-ce donc un crime que de prier et d'aimer tout ensemble? À ces mots, ils se serrèrent fortement la main, se regardèrent en silence, et l'excès de leurs sensations leur ôta la force et le pouvoir de les exprimer. « Ce n'est pas pour vous autres qu'il y a du danger !» dit brutalement Marchater à Francine, en donnant au son rauque et gutturaux de sa voix une sinistre expression de reproche et appuyant sur chaque mot de manière à jeter l'innocente paysanne dans la stupeur. Pour la première fois, la pauvre fille apercevait de la férocité dans les regards de Marchater. La lueur de la lune semblait être la seule qui convint à cette figure. Ce sauvage breton, tenant son bonnet d'une main, sa lourde carabine de l'autre, ramassé comme un gnome et enveloppé par cette blanche lumière dont les flots donnent aux formes de si bizarres aspects, appartenait ainsi plutôt à la féerie qu'à la vérité. Cette apparition et son reproche eurent quelque chose de la rapidité des fantômes. Il se tourna brusquement vers madame Dugois, avec laquelle il échangea de vives paroles, et Francine, qui avait un peu oublié le bas breton, ne put y rien comprendre. La dame paraissait donner à Marchater des ordres multipliés. Cette courte conférence fut terminée par un geste impérieux de cette femme, qui désignait au chouan les deux amants. Avant d'obéir, Marchater jeta un dernier regard à Francine, qu'il semblait plaindre. Il aurait voulu lui parler, mais la Bretonne sut que le silence de son amant était imposé. La peau rude et tannée de cet homme parvint à se plisser sur son front, et ses sourcils se rapprochèrent violemment. Résistait-il à l'ordre renouvelé de tuer mademoiselle de Verneuil? Cette grimace le rendit sans doute plus hideux à madame Dugois, mais l'éclair de ses yeux devint presque doux pour Francine, qui, devinant par ce regard qu'elle pourrait faire plier l'énergie de ce sauvage sous sa volonté de femme, espéra régner encore, après Dieu, sur ce cœur grossier. Le doux entretien de Marie fut interrompu par madame Dugois, qui vint la prendre en criant comme si quelque danger la menaçait, mais elle voulait uniquement laisser l'un des membres du comité royaliste d'Alençon, qu'elle reconnut, libre de parler à l'émigré. « Défiez-vous de la fille que vous avez rencontrée à l'hôtel des Trois Morts. » Après avoir dit cette phrase à l'oreille du jeune homme, le chevalier de Valois, qui montait un petit cheval breton, disparut dans les genêts d'où il venait de sortir. En ce moment, le feu roulait avec une étonnante vivacité, mais sans que les deux parties en vinssent aux mains. « Mon adjudant, ne serait-ce pas une fausse attaque pour enlever nos voyageurs et leur imposer une rançon ?» dit la clé des cœurs. « Tu as les pieds dans leurs souliers ou le diable m'emporte, » répondit Gérard en volant sur la route. En ce moment, le feu des chouans se ralentit, car la communication faite au chef par le chevalier était le seul but de leur escarmouche. Merle, qui les vit se sauvant en petit nombre à travers les haies, ne jugea pas à propos de s'engager dans une lutte inutilement dangereuse. Gérard, en 2 mots, fit reprendre à l'escorte sa position sur le chemin et se remit en marche sans avoir essuyé de pertes. Le capitaine put offrir la main à mademoiselle de Verneuil pour remonter en voiture, car le gentilhomme resta comme frappé de la foudre. La Parisienne, étonnée, monta sans accepter la politesse du républicain. Elle tourna la tête vers son amant, le vit immobile, et fut stupéfaite du changement subit que les mystérieuses paroles du cavalier venaient d'opérer en lui. Le jeune émigré revint lentement, et son attitude décelait un profond sentiment de dégoût. « N'avais-je pas raison ?» dit à l'oreille du jeune homme madame Dugois en le ramenant à la voiture. « Nous sommes certes entre les mains d'une créature avec laquelle on a trafiqué de votre tête, mais puisqu'elle est assez sotte pour s'amouracher de vous, au lieu de faire son métier, n'allez pas vous conduire en enfant et feignez de l'aimer jusqu'à ce que nous ayons gagné la Vivetière. Une fois là,
Mais l'aimerait-il donc déjà ? Se dit-elle en voyant le jeune homme à sa place, dans l'attitude d'un homme endormi. La calèche roula sourdement sur le sable de la route. Au premier regard que mademoiselle de Verneuil jeta autour d'elle, tout lui parut avoir changé. La mort se glissait déjà dans son amour. Ce n'étaient peut-être que des nuances, mais aux yeux de toute femme qui aime, ces nuances sont aussi tranchées que de vives couleurs. Francine avait compris, par le regard de marche à terre, que le destin de mademoiselle de Verneuil, sur laquelle elle lui avait ordonné de veiller, était entre d'autres mains que les siennes, et offrait un visage pâle, sans pouvoir retenir ses larmes quand sa maîtresse la regardait. La dame inconnue cachait mal, sous de faux sourires, la malice d'une vengeance féminine, et le subit changement que son obséquieuse bonté pour mademoiselle de Verneuil introduisit dans son maintien, dans sa voix et sa physionomie, était de nature à donner des craintes à une personne perspicace. Aussi, mademoiselle de Verneuil frissonna-t-elle par instinct en se demandant « Pourquoi frissonnais-je » C'est sa mère. Mais elle trembla de tous ses membres en se disant tout à coup « Est-ce bien sa mère ?» Elle vit un abîme qu'un dernier coup d'œil jeté sur l'inconnu acheva d'éclairer. « Cette femme l'aime, pensa-t-elle. Mais pourquoi m'accabler de prévenance après m'avoir témoigné tant de froideur ? Suis-je perdue ? Aurait-elle peur de moi ? Quant au gentilhomme, il pâlissait, rougissait tour à tour et gardait une attitude calme en baissant les yeux pour dérober les étranges émotions qui l'agitaient. Une compression violente détruisait la gracieuse courbure de ses lèvres et son teint jaunissait sous les efforts d'une orageuse pensée. Mademoiselle de Verneuil ne pouvait même plus deviner s'il y avait encore de l'amour dans sa fureur. Le chemin, flanqué de bois en cet endroit, devint sombre et empêcha ces muets acteurs de s'interroger des yeux. Le murmure du vent, le bruissement des touffes d'arbres, le bruit des pas mesurés de l'escorte donnèrent à cette scène ce caractère solennel qui accélère les battements du cœur. Mademoiselle de Verneuil ne pouvait pas chercher en vain la cause de ce changement. Le souvenir de Corentin passa comme un éclair et lui apporta l'image de sa véritable destinée qui lui apparut tout à coup. Pour la première fois depuis la matinée, elle réfléchit sérieusement à sa situation. Jusqu'en ce moment, elle s'était laissée aller au bonheur d'aimer, sans penser ni à elle ni à l'avenir. Incapable de supporter plus longtemps ses angoisses, elle chercha, elle attendit, avec la douce patience de l'amour, un des regards du jeune homme, et le supplia si vivement, sa pâleur et son frisson eurent une éloquence si pénétrante, qu'il chancela, mais la chute n'en fut que plus complète. « Souffririez-vous, mademoiselle » demanda-t-il. Cette voix dépouillée de douceur, la demande elle-même, le regard, le geste, tout servit à convaincre la pauvre fille que les événements de cette journée appartenaient à un mirage de l'âme, qui se dissipait alors comme ces nuages à demi formés que le vent emporte. « Si je souffre, reprit-elle en riant forcément, j'allais vous faire la même question. »« Je croyais que vous vous entendiez, » dit madame de Gois avec une fausse bonhomie. Ni le gentilhomme, ni mademoiselle de Verneuil ne répondirent. La jeune fille, doublement outragée, se dépita de voir sa puissante beauté sans puissance. Elle savait pouvoir apprendre au moment où elle le voudrait la cause de cette situation. Mais, peu curieuse de la pénétrer, pour la première fois, peut-être, une femme recula devant un secret. La vie humaine est tristement fertile en situations où, par suite, soit d'une méditation trop forte, soit d'une catastrophe, nos idées ne tiennent plus à rien, sont sans substance, sans point de départ, où le présent ne trouve plus de lien pour se rattacher au passé, ni dans l'avenir. Tel fut l'état de mademoiselle de Verneuil. Penchée dans le fond de la voiture, elle y resta comme un arbuste déraciné. Muette et souffrante, elle ne regarda plus personne, s'enveloppa de sa douleur et demeura avec tant de volonté dans le monde inconnu où se réfugient les malheureux qu'elle ne vit plus rien. Des corbeaux passèrent en croassant au-dessus d'eux, mais quoique, semblable à toutes les âmes fortes, elle eut un coin du cœur pour les superstitions
elle n'y fit aucune attention. Les voyageurs cheminèrent quelque temps en silence. Déjà séparés, se disait mademoiselle de Verneuil. Cependant, rien autour de moi n'a parlé. Serait-ce Corentin ? Ce n'est pas son intérêt. Qui donc a pu se lever pour m'accuser ? À peine aimée, voici déjà l'horreur de l'abandon. Je sème l'amour et je recueille le mépris. Il sera donc toujours dans ma destinée de toujours voir le bonheur et de toujours le perdre. Elle sentit alors dans son cœur des troubles inconnus, car elle aimait réellement et pour la première fois. Cependant, elle ne s'était pas tellement livrée qu'elle ne put trouver des ressources contre sa douleur dans la fierté naturelle à une femme jeune et belle. Le secret de son amour, ce secret souvent gardé dans les tortures, ne lui était pas échappé. Elle se releva, et honteuse de donner la mesure de sa passion par sa silencieuse souffrance, elle secoua la tête par un mouvement de gaieté, montra un visage, ou plutôt un masque riant, puis elle força sa voix pour en déguiser l'altération. « Où sommes-nous » demanda-t-elle au capitaine Merle, qui se tenait toujours à une certaine distance de la voiture. « À 3 lieues et demie de Fougères, mademoiselle. »« Nous allons donc y arriver bientôt » lui dit-elle, pour l'encourager à lier une conversation où elle se promettait bien de témoigner quelque estime au jeune capitaine. « Ces lieux-là, reprit Merle tout joyeux, ne sont pas larges. Seulement, elles se permettent dans ce pays-ci de ne jamais finir. Lorsque vous serez sur le plateau de la côte que nous gravissons, vous apercevrez une vallée semblable à celle que nous allons quitter, et à l'horizon, vous pourrez alors voir le sommet de la Pèlerine. Plaise à Dieu que les Chouans ne veuillent pas y prendre leur revanche. Or, vous concevez qu'à monter et descendre ainsi, l'on n'avance guère. De la Pèlerine, vous découvrirez encore. » À ce mot, l'émigré tressaillit pour la seconde fois, mais si légèrement que mademoiselle de Verneuil fut seule à remarquer ce tressaillement. « Qu'est-ce donc que cette Pèlerine » demanda vivement la jeune fille, en interrompant le capitaine, engagé dans sa topographie bretonne. « C'est, reprit Merle, le sommet d'une montagne qui donne son nom à la vallée du Maine, dans laquelle nous allons entrer, et qui sépare cette province de la vallée du Couesnon, à l'extrémité de laquelle est située Fougères, la première ville de Bretagne. Nous nous y sommes battus à la fin de Vendémiaire avec le gars et ses brigands. Nous emmenions des conscrits qui, pour ne pas quitter leur pays, ont voulu nous tuer sur la limite. Mais Hulot est un rude chrétien qui leur a donné... »« Alors, vous avez dû voir le gars ?» demanda-t-elle. « Quel homme est-ce » Ses yeux perçants et malicieux ne quittèrent pas la figure du faux comte de Beauvand. « Oh, mon Dieu, mademoiselle, répondit Merle, toujours interrompu. Il ressemble tellement aux citoyens du Gois que, s'il ne portait pas l'uniforme de l'école polytechnique, je gagerais que c'est lui. » Mademoiselle de Verneuil regarda fixement le froid et immobile jeune homme qui la dédaignait. Mais elle ne vit rien en lui qui pût trahir un sentiment de crainte. Elle l'instruisit par un sourire amer de la découverte qu'elle faisait en ce moment du secret si traîtreusement gardé par lui. Puis, d'une voix railleuse, les narines enflées de joie, la tête de côté pour examiner le gentilhomme et voir Merle tout à la fois, elle dit au républicain : « Ce chef-là, capitaine, donne bien des inquiétudes au premier consul. Il a de la hardiesse, dit-on. Seulement, il s'aventure dans certaines entreprises comme un étourneau, surtout auprès des femmes. »« Nous comptons bien là-dessus, » reprit le capitaine, « pour solder notre compte avec lui. Si nous le tenons seulement 2 heures, nous lui mettrons un peu de plomb dans la tête. S'il nous rencontrait, le Coblentz en ferait autant de nous, et nous mettrait à l'ombre. Ainsi, par Paris... »« Oh, dit l'émigré, nous n'avons rien à craindre. Vos soldats n'iront pas jusqu'à la Pèlerine, ils sont trop fatigués, et si vous y consentez, ils pourront se reposer à 2 pas d'ici. Ma mère descend à la Vivetière, et en voici le chemin à quelques portées de fusil. Ces 2 dames voudront s'y reposer, elles doivent être lasses d'être venues d'une seule traite d'Alençon, ici. Et puisque mademoiselle, dit-il avec une politesse forcée, en se tournant vers sa maîtresse, a eu la générosité de donner à notre voyage autant de sécurité que d'agrément, elle daignera peut-être accepter à souper chez ma mère. Enfin, capitaine,
ajouta-t-il en s'adressant à Merle. Les temps ne sont pas si malheureux qu'il ne puisse se trouver encore à la Vivetière une pièce de cidre à défoncer pour vos hommes. Allez, le gars n'y aura pas tout pris. Du moins, ma mère le croit. Votre mère? Reprit mademoiselle de Verneuil, en interrompant avec ironie et sans répondre à la singulière invitation qu'on lui faisait. Mon âge ne vous semble donc plus croyable ce soir, mademoiselle, répondit madame Dugois. J'ai eu le malheur d'être mariée fort jeune. J'ai eu mon fils à 15 ans. Ne vous trompez-vous pas, madame? Ne serait-ce pas à 30? Madame Dugois pâlit en dévorant ce sarcasme. Elle aurait voulu pouvoir se venger et se trouvait forcée de sourire, car elle désira reconnaître à tout prix, même à de plus cruels épigrammes, le sentiment dont la jeune fille était animée. Aussi feignit-elle de ne l'avoir pas comprise. Jamais les Chouans n'ont eu de chef plus cruel que celui-là, s'il faut ajouter foi au bruit qui court sur lui, dit-elle en s'adressant à la fois à Francine et à sa maîtresse. Oh, pour cruel, je ne crois pas, répondit mademoiselle de Verneuil. Mais il sait mentir, et me semble fort crédule. Un chef de parti ne doit être le jouet de personne. Vous le connaissez? Demanda froidement le jeune émigré. Non, répliqua-t-elle en lui lançant un regard de mépris. Je croyais le connaître. Oh, mademoiselle, c'est décidément un malin, reprit le capitaine en hochant la tête, et donnant par un geste expressif la physionomie particulière que ce mot avait alors, et qu'il a perdue depuis. Ces vieilles familles poussent quelquefois de vigoureux rejetons. Il revient d'un pays où les ci-devant n'ont pas eu, dit-on, toutes leurs aises, et les hommes, voyez-vous, sont comme les nèfles, ils mûrissent sur la paille. Si ce garçon-là est habile, il pourra nous faire courir longtemps. Il a bien su opposer des compagnies légères à nos compagnies franches et neutraliser les efforts du gouvernement. Si l'on brûle un village aux royalistes, il en fait brûler 2 aux républicains. Il se développe sur une immense étendue et nous force ainsi à employer un nombre considérable de troupes dans un moment où nous n'en avons pas de trop. Oh, il entend les affaires. Il assassine sa patrie, dit Gérard d'une voix forte en interrompant le capitaine. Mais, répliqua le gentilhomme, si sa mort délivre le pays, fusillez-le donc bien vite. Puis il sonda par un regard l'âme de mademoiselle de Verneuil, et il se passa entre eux une de ces scènes muettes dont le langage ne peut reproduire que très imparfaitement la vivacité dramatique et la fugitive finesse. Le danger rend intéressant. Quand il s'agit de mort, le criminel le plus vil excite toujours un peu de pitié. Or, quoique mademoiselle de Verneuil fût alors certaine que l'amant qui la dédaignait était ce chef dangereux, elle ne voulait pas encore s'en assurer par son supplice. Elle avait une toute autre curiosité à satisfaire. Elle préféra donc douter ou croire, selon sa passion, et se mit à jouer avec le péril. Son regard empreint d'une perfidie moqueuse montrait les soldats au jeune chef d'un air de triomphe. En lui présentant ainsi l'image de son danger, elle se plaisait à lui faire durement sentir que sa vie dépendait d'un seul mot, et déjà ses lèvres paraissaient se mouvoir pour le prononcer. Semblable à un sauvage d'Amérique, elle interrogeait les fibres du visage de son ennemi lié au poteau, et brandissait le casse-tête avec grâce, savourant une vengeance toute innocente et punissant comme une maîtresse qui aime encore. « Si j'avais un fils comme le vôtre, madame, dit-elle à l'étrangère, visiblement épouvantée, je porterais son deuil le jour où je l'aurais livré au danger. » Elle ne reçut point de réponse. Elle tourna 20 fois la tête vers les officiers et la retourna brusquement vers madame Dugois, sans surprendre entre elle et le gars aucun signe secret qui pût lui confirmer une intimité qu'elle soupçonnait et dont elle voulait douter. Une femme aime tant à hésiter dans une lutte de vie et de mort quand elle tient l'arrêt. Le jeune général souriait de l'air le plus calme et soutenait sans trembler la torture que mademoiselle de Verneuil lui faisait subir. Son attitude et l'expression de sa physionomie
annonçait un homme nonchalant des dangers auxquels il s'était soumis, et parfois il semblait lui dire « Voici l'occasion de venger votre vanité blessée. Saisissez-la. Je serais au désespoir de revenir de mon mépris pour vous. » Mademoiselle de Verneuil se mit à examiner le chef de toute la hauteur de sa position avec une impertinence et une dignité apparentes, car, au fond de son cœur, elle en admirait le courage et la tranquillité. Joyeuse de découvrir que son amant portait un vieux titre, dont les privilèges plaisent à toutes les femmes, elle éprouvait quelque plaisir à le rencontrer dans une situation où, champion d'une cause énoblie par le malheur, il luttait avec toutes les facultés d'une âme forte contre une république tant de fois victorieuse, et de le voir aux prises avec le danger, déployant cette bravoure si puissante sur le cœur des femmes. Elle le mit 20 fois à l'épreuve, en obéissant peut-être à cet instinct qui porte la femme à jouer avec sa proie, comme le chat joue avec la souris qu'il a prise. « En vertu de quelle loi condamnez-vous donc les Chouans à mort ?» demanda-t-elle à Merle. « Mais celle du 14 Fructidor dernier, qui met hors la loi les départements insurgés et y institue des conseils de guerre, » répondit le républicain. « À quoi dois-je maintenant l'honneur d'attirer vos regards ?» dit-elle au jeune chef qui l'examinait attentivement. « À un sentiment qu'un galant homme ne saurait exprimer à quelque femme que ce puisse être, » répondit le marquis de Montauran à voix basse en se penchant vers elle. « Il fallait, dit-il à haute voix, vivre en ce temps pour voir les filles faisant l'office du bourreau et enchérissant sur lui par la manière dont elles jouent avec la hache. » Elle regarda Montauran fixement, puis, ravie d'être insultée par cet homme au moment où elle en tenait la vie entre ses mains, elle lui dit à l'oreille, en riant avec une douce malice, « Vous avez une trop mauvaise tête, les bourreaux n'en voudront pas. Je la garde. » Le marquis, stupéfait, contempla pendant un moment cette inexplicable fille dont l'amour triomphait de tout, même des plus piquantes injures, et qui se vengeait par le pardon d'une offense que les femmes ne pardonnent jamais. Ses yeux furent moins sévères, moins froids, et même une expression de mélancolie se glissa dans ses traits. Sa passion était déjà plus forte qu'il ne le croyait lui-même. Mademoiselle de Verneuil, satisfaite de ce faible gage d'une réconciliation cherchée, regarda le chef tendrement, lui jeta un sourire qui ressemblait à un baiser, puis elle se pencha dans le fond de la voiture et ne voulut plus risquer l'avenir de ce drame de bonheur, croyant en avoir rattaché le nœud par ce sourire. Elle était si belle, elle savait si bien triompher des obstacles en amour, elle était si fort habituée à se jouer de tout, à marcher au hasard, elle aimait tant l'imprévu et les orages de la vie. Bientôt, par l'ordre du marquis, la voiture quitta la grande route et se dirigea vers la Vivetière, à travers un chemin creux encaissé de hauts talus plantés de pommiers qui en faisaient plutôt un fossé qu'une route. Les voyageurs laissèrent les bleus gagner lentement à leur suite le manoir dont les fêtes grisâtres apparaissaient et disparaissaient tour à tour entre les arbres de cette route où quelques soldats restèrent occupés à en disputer leurs souliers à sa forte argile. « Cela ressemble furieusement au chemin du paradis !» s'écria Beaupied. Grâce à l'expérience du postillon, mademoiselle de Verneuil ne tarda pas à voir le château de la Vivetière. Cette maison, située sur la croupe d'une espèce de promontoire, était enveloppée par 2 étangs profonds qui ne permettaient d'y arriver qu'en suivant une étroite chaussée. La partie de cette péninsule où se trouvaient les habitations et les jardins était protégée à une certaine distance, derrière le château, par un large fossé où se déchargeait l'eau superflue des étangs avec lesquels il communiquait et formait ainsi réellement une île presque inexpugnable, retraite précieuse pour un chef qui ne pouvait être surpris que par trahison. En entendant crier les gonds rouillés de la porte et en passant sous la voûte en ogive d'un portail ruiné par la guerre précédente, mademoiselle de Verneuil avança la tête. Les couleurs sinistres du tableau qui s'offrit à ses regards effacèrent presque les pensées d'amour et de coquetterie entre lesquelles elle se berçait. La voiture entra dans une grande cour presque carrée et fermée
par les rives abruptes des étangs. Ces berges sauvages, baignées par des eaux couvertes de grandes taches vertes, avaient pour tout ornement des arbres aquatiques dépouillés de feuilles, dont les troncs rabougris, les têtes énormes et chenues, élevées au-dessus des roseaux et des broussailles, ressemblaient à des marmousets grotesques. Ces haies disgracieuses parurent s'animer et parler quand les grenouilles les désertèrent en coassant, et que des poules d'eau, réveillées par le bruit de la voiture, volèrent en barbotant sur la surface des étangs. La cour, entourée d'herbes hautes et flétries, d'ajoncs, d'arbustes nains ou parasites, excluait toute idée d'ordre et de splendeur. Le château semblait abandonné depuis longtemps. Les toits paraissaient pliés sous le poids des végétations qui y croissaient. Les murs, quoique construits de ces pierres schisteuses et solides dont abonde le sol, offraient de nombreuses lézardes où le lierre attachait ses griffes. 2 corps de bâtiments réunis en équerre à une haute tour et qui faisaient face à l'étang composaient tout le château, dont les portes et les volets pendants et pourris, les balustrades rouillées, les fenêtres ruinées paraissaient devoir tomber au premier souffle d'une tempête. La bise sifflait alors à travers ces ruines auxquelles la lune prêtait, par sa lumière indécise, le caractère et la physionomie d'un grand spectre. Il faut avoir vu les couleurs de ces pierres granitiques, grises et bleues, mariées aux schistes noirs et fauves, pour savoir combien est vraie l'image que suggérait la vue de cette carcasse vide et sombre. Ces pierres disjointes, ces croisées sans vitres, sa tour à créneaux, ses toits à jour, lui donnaient tout à fait l'air d'un squelette. Et les oiseaux de proie qui s'envolèrent en criant ajoutaient un trait de plus à cette vague ressemblance. Quelques hauts sapins plantés derrière la maison balançaient au-dessus des toits leur feuillage sombre, et quelques ifs, taillés pour en décorer les angles, l'encadraient de tristes festons, semblables aux tentures d'un convoi. Enfin, la forme des portes, la grossièreté des ornements, le peu d'ensemble des constructions, tout annonçait un de ces manoirs féodaux dont s'énorgueillit la Bretagne, avec raison peut-être, car ils forment sur cette terre gaélique une espèce d'histoire monumentale des temps nébuleux qui précèdent l'établissement de la monarchie. Mademoiselle de Verneuil, dans l'imagination de laquelle le mot de château réveillait toujours les formes d'un type convenu, frappée de la physionomie funèbre de ce château, sauta légèrement hors de la calèche et le contempla toute seule avec terreur, en songeant au parti qu'elle devait prendre. Francine entendit pousser à madame Dugois un soupir de joie en se trouvant hors de la teinte des bleus, et une exclamation involontaire lui échappa quand le portail fut fermé et qu'elle se vit dans cette espèce de forteresse naturelle. Montauran s'était vivement élancé vers mademoiselle de Verneuil en devinant les pensées qui la préoccupaient. « Ce château, dit-il avec une légère tristesse, a été ruiné par la guerre, comme les projets que j'élevais pour notre bonheur l'ont été par vous. »« Et comment ?» demanda-t-elle toute surprise. « Êtes-vous une jeune femme belle, noble et spirituelle ?» dit-il avec un accent d'ironie, en lui répétant les paroles qu'elle lui avait si coquettement prononcées dans leur conversation sur la route. « Qui vous a dit le contraire ? Des amis dignes de foi qui s'intéressent à ma sûreté et veillent à déjouer les trahisons. »« Des trahisons » dit-elle d'un air moqueur. « Alençon et Hulot sont-ils donc déjà si loin ? Vous n'avez pas de mémoire, un défaut dangereux pour un chef de parti. »« Mais du moment où des amis, ajouta-t-elle avec une rare impertinence, règnent si puissamment dans votre cœur, gardez vos amis. Rien n'est comparable au plaisir de l'amitié. Adieu, ni moi ni les soldats de la République, nous n'entrerons ici. » Elle s'élança vers le portail par un mouvement de fierté blessée et de dédain, mais elle déploya dans sa démarche une noblesse et un désespoir qui changèrent toutes les idées du marquis, à qui il en coûtait trop de renoncer à ses désirs pour qu'il ne fût pas imprudent et crédule. Lui aussi aimait déjà. Ces 2 amants n'avaient donc envie ni l'un ni l'autre de se quereller longtemps. « Ajoutez un mot et je vous crois, » dit-il d'une voix suppliante. « Un mot ?» reprit-elle avec ironie en serrant ses lèvres.
Un mot? Pas seulement un geste? Au moins, grondez-moi, demanda-t-il en essayant de prendre une main qu'elle retira. Si toutefois vous osez bouder un chef de rebelles, maintenant aussi défiant et sombre qu'il était joyeux et confiant naguère. Marie ayant regardé le marquis sans colère, il ajouta « Vous avez mon secret, et je n'ai pas le vôtre. » À ces mots, le front d'Albâtre sembla devenu brun. Marie jeta un regard d'humeur au chef et répondit « Mon secret? Jamais. » En amour, chaque parole, chaque coup d'œil ont leur éloquence du moment. Mais la mademoiselle de Verneuil n'exprima rien de précis, et quelque habile que fût Montauran, le secret de cette exclamation resta impénétrable, quoique la voix de cette femme eût trahi des émotions peu ordinaires, qui durent vivement piquer sa curiosité. « Vous avez, reprit-il, une plaisante manière de dissiper les soupçons. »« En conservez-vous donc ? demanda-t-elle, en le toisant des yeux comme si elle lui eût dit « Avez-vous quelque droit sur moi ?» Mademoiselle, répondit le jeune homme d'un air soumis et ferme, le pouvoir que vous exercez sur les troupes républicaines, cette escorte... Ah, vous m'y faites penser. Mon escorte et moi, lui demanda-t-elle avec une légère ironie, vos protecteurs, enfin, seront-ils en sûreté ici? Oui, foi de gentilhomme. Qui que vous soyez, vous et les vôtres, vous n'avez rien à craindre chez moi. Ce serment fut prononcé par un mouvement si loyal et si généreux que mademoiselle de Verneuil dut avoir une entière sécurité sur le sort des républicains. Elle allait parler, quand l'arrivée de madame Dugois lui imposa silence. Cette dame avait pu entendre ou deviner une partie de la conversation des deux amants et ne concevait pas de médiocres inquiétudes en les apercevant dans une position qui n'accusait plus la moindre inimitié. En voyant cette femme, le marquis offrit la main à mademoiselle de Verneuil et s'avança vers la maison avec vivacité, comme pour se défaire d'une importune compagnie. « Je le gêne, » se dit l'inconnu en restant immobile à sa place. Elle regarda les deux amants réconciliés s'en allant lentement vers le perron, où ils s'arrêtèrent pour causer aussitôt qu'ils eurent mis entre elle et eux un certain espace. « Oui, oui, je les gêne, » reprit-elle en se parlant à elle-même, « mais dans peu, cette créature-là ne me gênera plus. L'étang sera, par Dieu, son tombeau. Ne tiendrai-je pas bien ta parole de gentilhomme? Une fois sous cette eau, qu'a-t-on à craindre? N'y sera-t-elle pas en sûreté? » Elle regardait d'un œil fixe le miroir calme du petit lac de droite, quand tout à coup elle entendit bruire les ronces de la berge et aperçut au clair de la lune la figure de Marche à terre qui se dressa par-dessus la noueuse écorce d'un vieux saule. Il fallait connaître le chouan pour le distinguer au milieu de cette assemblée de truisses branchées parmi lesquelles la sienne se confondait si facilement. Madame Dugois jeta d'abord autour d'elle un regard de défiance. Elle vit le postillon conduisant ses chevaux à une écurie située dans celle des deux ailes du château qui faisait face à la rive où Marche à terre était cachée. Francine allait vers les deux amants qui, dans ce moment, oubliaient toute la terre. Alors, l'inconnu s'avança, mettant un doigt sur ses lèvres pour réclamer un profond silence. Puis, le chouan comprit plutôt qu'il n'entendit les paroles suivantes. « Combien êtes-vous ici ? » 87. « Ils ne sont que 65. Je les ai comptés. »« Bien, » reprit le sauvage avec une satisfaction farouche. Attentif au moindre geste de Francine, le chouan disparut dans l'écorce du saule en la voyant se retourner pour chercher des yeux l'ennemi sur laquelle elle veillait par instinct. 7 ou 8 personnes, attirées par le bruit de la voiture, se montrèrent en haut du principal perron et s'écrièrent « C'est le gars! C'est lui! Le voici !» À ces exclamations, d'autres hommes accoururent, et leur présence interrompit la conversation des deux amants. Le marquis de Montauran s'avança précipitamment vers les gentilshommes, leur fit un signe impératif pour leur imposer silence, et leur indiqua le haut de l'avenue
par laquelle débouchaient les soldats républicains. À l'aspect de ces uniformes bleus à revers rouges si connus et de ces baïonnettes luisantes, les conspirateurs étonnés s'écrièrent « Seriez-vous donc venus pour nous trahir ?» « Je ne vous avertirai pas du danger, » répondit le marquis en souriant avec amertume. « Ces bleus, reprit-il après une pause, forment l'escorte de cette jeune dame, dont la générosité nous a miraculeusement délivrés d'un péril auquel nous avons failli succomber dans une auberge d'Alençon. Nous vous conterons cette aventure. Mademoiselle et son escorte sont ici sur ma parole et doivent être reçues en amies. » Madame Dugois et Francine étaient arrivées jusqu'au perron. Le marquis présenta galamment la main à mademoiselle de Verneuil, le groupe de gentilshommes se partagea en 2 haies pour les laisser passer, et tous essayèrent d'apercevoir les traits de l'inconnu. Car madame Dugois avait déjà rendu leur curiosité plus vive en leur faisant quelques signes à la dérobée. Mademoiselle de Verneuil vit dans la première salle une grande table parfaitement servie et préparée pour une vingtaine de convives. Cette salle à manger communiquait à un vaste salon où l'assemblée se trouva bientôt réunie. Ces 2 pièces étaient en harmonie avec le spectacle de destruction qu'offraient les dehors du château. Les boiseries de noyer poli, mais de forme rude et grossière, saillantes, mal travaillées, étaient disjointes et semblaient près de tomber. Leur couleur sombre ajoutait encore à la tristesse de ces salles sans glace ni rideaux, où quelques meubles séculaires et en ruine s'harmonisaient avec cet ensemble de débris. Marie aperçut des cartes géographiques et des plans déroulés sur une grande table. Puis, dans les angles de l'appartement, des armes et des carabines amoncelées. Tout témoignait d'une conférence importante entre les chefs des Vendéens et ceux des Chouans. Le marquis conduisit mademoiselle de Verneuil à un immense fauteuil vermoulu qui se trouvait auprès de la cheminée, et Francine vint se placer derrière sa maîtresse en s'appuyant sur le dossier de ce meuble antique. « Vous me permettrez bien de faire un moment le maître de maison, » dit le marquis en quittant les 2 étrangères pour se mêler au groupe formé par ses hôtes. Francine vit tous les chefs, sur quelques mots de Montauran, s'empressant de cacher leurs armes, les cartes et tout ce qui pouvait éveiller les soupçons des officiers républicains. Quelques-uns quittèrent de larges ceintures de peau contenant des pistolets et des couteaux de chasse. Le marquis recommanda la plus grande discrétion et sortit en s'excusant sur la nécessité de pourvoir à la réception des hôtes gênants que le hasard lui donnait. Mademoiselle de Verneuil, qui avait levé ses pieds vers le feu en s'occupant à les chauffer, laissa partir Montauran sans retourner la tête et trompa l'attente des assistants qui tous désiraient la voir. Francine fut donc seule témoin du changement que produisit dans l'assemblée le départ du jeune chef. Les gentilshommes se regroupèrent autour de la dame inconnue, et pendant la sourde conversation qu'elle tint avec eux, il n'y eut pas un qui ne regardât à plusieurs reprises les 2 étrangères. « Vous connaissez Montauran, leur disait-elle. Il s'est amouraché en un moment de cette fille, et vous comprenez bien que, dans ma bouche, les meilleurs avis lui ont été suspects. Les amis que nous avons à Paris, messieurs de Valois et d'Esgrignon d'Alençon, tous l'ont prévenu du piège qu'on veut lui tendre en lui jetant à la tête une créature, et il se coiffe de la première qu'il rencontre. D'une fille qui, suivant des renseignements que j'ai fait prendre, s'empare d'un grand nom pour le souiller, qui, etc., etc. Cette dame, dans laquelle on a pu reconnaître la femme qui décida l'attaque de la Turgotine, conservera désormais dans cette histoire le nom qui lui servit à échapper au danger de son passage par Alençon. La publication du vrai nom ne pourrait qu'offenser une noble famille, déjà profondément affligée par les écarts de cette jeune dame, dont la destinée a d'ailleurs été le sujet d'une autre scène. Bientôt, l'attitude de curiosité que prit l'assemblée devint impertinente et presque hostile. Quelques exclamations assez dures parvinrent à l'oreille de Francine, qui, après avoir dit un mot à sa maîtresse, se réfugia dans l'embrasure d'une croisée. Marie se leva, se tourna vers le groupe insolent, y jeta quelques regards pleins de dignité, de mépris même. Sa beauté, l'élégance de ses manières et sa fierté changèrent tout à coup les dispositions de ses ennemis et lui valurent un murmure flatteur qui leur échappa.
2 ou 3 hommes, dont l'extérieur trahissait les habitudes de politesse et de galanterie qui s'acquièrent dans la sphère élevée des cours, s'approchèrent de Marie avec bonne grâce. Sa décence leur imposa le respect, aucun d'eux n'osa lui adresser la parole, et loin d'être accusée par eux, ce fut elle qui sembla les juger. Les chefs de cette guerre entreprise pour Dieu et le roi ressemblaient bien peu au portrait de fantaisie qu'elle s'était plu à tracer. Cette lutte, véritablement grande, se rétrécit et prit des proportions mesquines quand elle vit, sauf 2 ou 3 figures vigoureuses, ces gentilshommes de province, tous dénués d'expression et de vie. Après avoir fait de la poésie, Marie tomba tout à coup dans le vrai. Ces physionomies paraissaient annoncer d'abord plutôt un besoin d'intrigue que l'amour de la gloire. L'intérêt mettait bien réellement à tous ces gentilshommes les armes à la main. Mais s'ils devenaient héroïques dans l'action, là ils se montraient à nu. La perte de ses illusions rendit mademoiselle de Verneuil injuste et l'empêcha de reconnaître le dévouement vrai qui rendit plusieurs de ces hommes si remarquables. Cependant, la plupart d'entre eux montraient des manières communes. Si quelques têtes originales se faisaient distinguer entre les autres, elles étaient rapetissées par les formules et par l'étiquette de l'aristocratie. Si Marie accorda généralement de la finesse et de l'esprit à ces hommes, elle trouva chez eux une absence complète de cette simplicité, de ce grandiose auquel les triomphes et les hommes de la République l'habituaient. Cette assemblée nocturne, au milieu de ce vieux castel en ruine et sous ses ornements contournés assez bien assortis aux figures, la fit sourire. Elle voulut y voir un tableau symbolique de la monarchie. Elle pensa bientôt avec délice qu'au moins le marquis jouait le premier rôle parmi ces gens dont le seul mérite, pour elle, était de se dévouer à une cause perdue. Elle dessina la figure de son amant sur cette masse, se plut à l'en faire ressortir, et ne vit plus dans ces figures maigres et grêles que les instruments de ses nobles desseins. En ce moment, les pas du marquis retentirent dans la salle voisine. Tout à coup, les conspirateurs se séparèrent en plusieurs groupes, et les chuchotements cessèrent. Semblables à des écoliers qui ont comploté quelque malice en l'absence de leur maître, ils s'empressèrent d'affecter l'ordre et le silence. Montauran entra, Marie eut le bonheur de l'admirer au milieu de ces gens parmi lesquels il était le plus jeune, le plus beau, le premier. Comme un roi dans sa cour, il alla de groupe en groupe, distribua de légers coups de tête, des serrements de main, des regards, des paroles d'intelligence ou de reproche, en faisant son métier de chef de parti avec une grâce et un aplomb difficiles à supposer dans ce jeune homme d'abord accusé par elle d'étourderie. La présence du marquis mit un terme à la curiosité qui s'était attachée à mademoiselle de Verneuil. Mais, bientôt, les méchancetés de madame Dugois produisirent leur effet. Le baron du Génic, surnommé l'Intimé, qui, parmi tous ces hommes rassemblés par de graves intérêts, paraissait autorisé par son nom et par son rang à traiter familièrement Montauran, le prit par le bras et l'emmena dans un coin. « Écoute, mon cher marquis, lui dit-il, nous te voyons tous avec peine sur le point de faire une insigne folie. Qu'entends-tu par ces paroles ? Mais sais-tu bien d'où vient cette fille, qui elle est réellement, et quels sont ses desseins sur toi ? Mon cher l'Intimé, entre nous soit dit, demain matin, ma fantaisie sera passée. D'accord ? Mais si cette créature te livre avant le jour, je te répondrai quand tu m'auras dit pourquoi elle ne l'a pas déjà fait, répliqua Montauran, qui prit par badinage un air de fatuité. Oui, mais si tu lui plais, elle ne veut peut-être pas te trahir avant que sa fantaisie à elle soit passée. Mon cher, regarde cette charmante fille, étudie ses manières, et ose dire que ce n'est pas une femme de distinction. Si elle jetait sur toi des regards favorables, ne sentirais-tu pas, au fond de ton âme, quelque respect pour elle ? Une dame vous a déjà prévenu contre cette personne, mais, après ce que nous nous sommes dit l'un à l'autre, si c'était une de ces créatures perdues dont nous ont parlé nos amis, je la tuerais. Croyez-vous, dit madame Dugois, qui intervint, Fouché assez bête pour vous envoyer une fille prise au coin d'une rue ? Il a proportionné les séductions à votre mérite. Mais si vous êtes aveugle, vos amis auront les yeux ouverts pour veiller sur vous. Madame, répondit le gars
en lui dardant des regards de colère. Songez à ne rien entreprendre contre cette personne, ni contre son escorte, ou rien ne vous garantirait de ma vengeance. Je veux que mademoiselle soit traitée avec les plus grands égards et comme une femme qui m'appartient. Nous sommes, je crois, alliés au Verneuil. » L'opposition que rencontrait le marquis produisait l'effet ordinaire que font sur les jeunes gens de semblables obstacles. Quoiqu'il eût en apparence traité fort légèrement mademoiselle de Verneuil et fait croire que sa passion pour elle était un caprice, il venait, par un sentiment d'orgueil, de franchir un espace immense. En avouant cette femme, il trouva son honneur intéressé à ce qu'elle fût respectée. Il alla donc, de groupe en groupe, assurant, en homme qu'il eût été dangereux de froisser, que cette inconnue était réellement mademoiselle de Verneuil. Aussitôt, toutes les rumeurs s'apaisèrent. Lorsque Montauran eut établi une espèce d'harmonie dans le salon et satisfait à toutes les exigences, il se rapprocha de sa maîtresse avec empressement et lui dit à voix basse : « Ces gens-là m'ont volé un moment de bonheur. »« Je suis bien contente de vous avoir près de moi, » répondit-elle en riant. « Je vous préviens que je suis curieuse. Ainsi, ne vous fatiguez pas trop de mes questions. Dites-moi d'abord, quel est ce bonhomme qui porte une veste de drap vert ? » ?»« C'est le fameux major Brigaut. Un homme du Marais, compagnon de feu Mercier, dit la Vendée. »« Mais quel est le gros ecclésiastique, à face rubiconde, avec lequel il cause maintenant de moi ? » reprit mademoiselle de Verneuil. « Savez-vous ce qu'ils disent ? » ?»« Si je veux le savoir, est-ce une question ? » ?»« Mais je ne pourrais vous en instruire sans vous offenser. » »« Du moment où vous me laissez offenser sans tirer vengeance des injures que je reçois chez vous, adieu, marquis. Je ne veux pas rester un moment ici. J'ai déjà quelques remords de tromper ces pauvres républicains, si loyaux et si confiants. » Elle fit quelques pas, et le marquis la suivit. « Ma chère Marie, écoutez-moi. Sur mon honneur, j'ai imposé silence à leurs méchants propos avant de savoir s'ils étaient faux ou vrais. Néanmoins, dans ma situation, quand les amis que nous avons dans les ministères à Paris m'ont averti de me défier de toute espèce de femme qui se trouverait sur mon chemin, en m'annonçant que Fouché voulait employer contre moi une Judith des rues, il est permis à mes meilleurs amis de penser que vous êtes trop belle pour être une honnête femme. » En parlant, le marquis plongeait son regard dans les yeux de mademoiselle de Verneuil qui rougit et ne put retenir quelques pleurs. « J'ai mérité ces injures, » dit-elle. « Je voudrais vous voir persuader que je suis une méprisable créature et me savoir aimer. Alors je ne douterai plus de vous. Mais je vous ai cru quand vous me trompiez, et vous ne me croyez pas quand je suis vraie. Brisons-la, monsieur, » dit-elle en fronçant le sourcil et pâlissant comme une femme qui va mourir. « Adieu. » Elle s'élança hors de la salle à manger par un mouvement de désespoir. « Marie, ma vie est à vous, » lui dit le jeune marquis à l'oreille. Elle s'arrêta, le regarda. « Non, non, dit-elle, je serai généreuse. Adieu. Je ne pensais, en vous suivant, ni à mon passé, ni à votre avenir. J'étais folle. »« Comment ? Vous me quittez au moment où je vous offre ma vie. »« Vous l'offrez dans un moment de passion, de désir. »« Sans regret, et pour toujours, dit-il. » Elle rentra. Pour cacher ses émotions, le marquis continua l'entretien. « Ce gros homme, de qui vous me demandiez le nom, est un homme redoutable, l'abbé Gudin, un de ces jésuites assez obstinés, assez dévoués peut-être pour rester en France malgré l'édit de 1763 qui les en a bannis. Il est le bout de feu de la guerre dans ces contrées et le propagateur de l'association religieuse dite du Sacré-Cœur. Habitué à se servir de la religion comme d'un instrument, il persuade à ses affiliés qu'ils ressusciteront et sait entretenir leur fanatisme par d'adroites prédications. Vous le voyez, il faut employer les intérêts particuliers de chacun pour arriver à un grand but. Là sont tous les secrets de la politique. Et ce vieillard encore vert, tout musculeux, dont la figure est si repoussante ? Tenez, là, l'homme habillé avec des lambeaux d'une robe d'avocat. Avocat ? Il prétend au grade de maréchal de camp.
N'avez-vous pas entendu parler de Longhi ?»« Ce serait lui, dit mademoiselle de Verneuil effrayée. Vous vous servez de ces hommes ? Chut, il peut vous entendre. Voyez-vous cet autre en conversation criminelle avec madame Dugois ? Cet homme en noir qui ressemble à un juge ? C'est un de nos négociateurs, la Billardière, fils d'un conseiller au Parlement de Bretagne, dont le nom est quelque chose comme Flamet. Mais il a la confiance des princes. Et son voisin, celui qui serre en ce moment sa pipe de terre blanche, et qui appuie tous les doigts de sa main droite sur le panneau comme un paquant, dit mademoiselle de Verneuil en riant. Vous l'avez, pardieu, deviné. C'est l'ancien garde-chasse du défunt mari de cette dame. Il commande une des compagnies que j'oppose au bataillon mobile. Lui et Marche à terre sont peut-être les plus consciencieux serviteurs que le roi ait ici. Mais elle, qui est-elle ? Elle, reprit le marquis, elle est la dernière maîtresse qu'ait eue Charette. Elle possède une grande influence sur tout ce monde. Lui est-elle restée fidèle ? Pour toute réponse, le marquis fit une petite moue dubitative. Et l'estimez-vous ? Vous êtes effectivement bien curieuse. Elle est mon ennemie parce qu'elle ne peut plus être ma rivale, dit en riant mademoiselle de Verneuil. Je lui pardonne ses erreurs passées, qu'elle me pardonne les miennes. Et cet officier à moustache ? Permettez-moi de ne pas le nommer. Il veut se défaire du premier consul en l'attaquant à main armée. Qu'il réussisse ou non, vous le connaîtrez, il deviendra célèbre. Et vous êtes venu commander à de pareils gens ? Dit-elle avec horreur. Voilà les défenseurs du roi ? Où sont donc les gentilshommes et les seigneurs ? Mais, dit le marquis avec impertinence, ils sont répandus dans toutes les cours de l'Europe. Qui donc enrôle les rois, leurs cabinets, leurs armées au service de la maison de Bourbon et les lance sur cette république qui menace de mort toutes les monarchies et l'ordre social d'une destruction complète ? Ah, répondit-elle avec une généreuse émotion, soyez désormais la source pure où je puiserai les idées que je dois encore acquérir. J'y consens. Mais laissez-moi penser que vous êtes le seul noble qui fasse son devoir en attaquant la France avec des Français et non à l'aide de l'étranger. Je suis femme et sens que si mon enfant me frappait dans sa colère, je pourrais lui pardonner. Mais s'il me voyait de sang-froid déchiré par un inconnu, je le regarderais comme un monstre. Vous serez toujours républicaine, dit le marquis, en proie à une délicieuse ivresse excitée par les généreux accents qui le confirmaient dans ses présomptions. Républicaine ? Non, je ne le suis plus. Je ne vous estimerais pas si vous vous soumettiez au premier consul, reprit-elle. Mais je ne voudrais pas non plus vous voir à la tête de gens qui pillent un coin de la France au lieu d'assaillir toute la République. Pour qui vous battez-vous ? Qu'attendez-vous d'un roi rétabli sur le trône par vos mains ? Une femme a déjà entrepris ce beau chef-d'œuvre, le roi libéré l'a laissée brûler vive. Ces hommes-là sont les oins du Seigneur, et il y a du danger à toucher aux choses consacrées. Laissez Dieu seul les placer, les déplacer, les replacer sur leur tabouret de pourpre. Si vous avez pesé la récompense qui vous en reviendra, vous êtes, à mes yeux, 10 fois plus grand que je ne vous croyais. Foulez-moi alors, si vous le voulez, aux pieds. Je vous le permets, je serai heureuse. Vous êtes ravissante. N'essayez pas d'endoctriner ces messieurs, je serai sans soldat. Ah, si vous vouliez me laisser vous convertir, nous irions à 1000 lieues d'ici. Ces hommes que vous paraissez mépriser sauront périr dans la lutte, répliqua le marquis d'un ton plus grave, et leurs torts seront oubliés. D'ailleurs, si mes efforts sont couronnés de quelque succès, les lauriers du triomphe ne cacheront-ils pas tout ? Il n'y a que vous ici, à qui je vois risquer quelque chose. Je ne suis pas le seul, reprit-il avec une modestie vraie. Voici là-bas 2 nouveaux chefs de la Vendée. Le premier, que vous avez entendu nommer le grand Jacques, est le comte de Fontaine, et l'autre, la Billardière, que je vous ai déjà montrée. Et oubliez-vous Quiberon ? Où la Billardière a joué le rôle le plus singulier ? Répondit-elle frappée d'un souvenir. La Billardière a beaucoup pris sur lui, croyez-moi. Ce n'est pas être sur des roses que de servir les princes. Ah, vous me faites frémir, s'écria Marie.
Marquis, reprit-elle d'un ton qui semblait annoncer une réticence dont le mystère lui était personnel. Il suffit d'un instant pour détruire une illusion et dévoiler des secrets d'où dépendent la vie et le bonheur de bien des gens. Elle s'arrêta, comme si elle eût craint d'en trop dire, et ajouta « Je voudrais savoir les soldats de la République en sûreté. » « Je serai prudent, dit-il en souriant pour déguiser son émotion. Mais ne me parlez plus de vos soldats. Je vous ai répondu sur ma foi de gentilhomme. »« Et après tout, de quel droit voudrais-je vous conduire ?» reprit-elle. « Entre nous, soyez toujours le maître. Ne vous ai-je pas dit que je serais au désespoir de régner sur un esclave ?»« Monsieur le marquis, » dit respectueusement le major Brigaut en interrompant cette conversation, « les Bleus resteront-ils donc longtemps ici ?»« Ils partiront aussitôt qu'ils se seront reposés, » s'écria Marie. Le marquis lança des regards scrutateurs sur l'assemblée, y remarqua de l'agitation, quitta mademoiselle de Verneuil et laissa madame Dugois venir le remplacer auprès d'elle. Cette femme apportait un masque riant et perfide que le sourire amer du jeune chef ne déconcerta point. En ce moment, Francine jeta un cri promptement étouffé. Mademoiselle de Verneuil, qui vit avec étonnement sa fidèle campagnarde s'élançant vers la salle à manger, regarda madame Dugois, et sa surprise augmenta à l'aspect de la pâleur répandue sur le visage de son ennemi. Curieuse de pénétrer le secret de ce brusque départ, elle s'avança vers l'embrasure de la fenêtre, où sa rivale la suivit afin de détruire les soupçons qu'une imprudence pouvait avoir éveillés, et lui sourit avec une indéfinissable malice quand, après avoir jeté toutes deux un regard sur le paysage du lac, elles revinrent ensemble à la cheminée. Marie, sans avoir rien aperçu qui justifiât la fuite de Francine. Madame Dugois, satisfaite d'être obéie. Le lac, au bord duquel Marche à terre avait comparu dans la cour à l'évocation de cette femme, allait rejoindre le fossé d'enceinte qui protégeait les jardins, en décrivant de vaporeuses sinuosités, tantôt larges comme des étangs, tantôt resserrées comme les rivières artificielles d'un parc. Le rivage rapide et incliné, que baignaient ces eaux claires, passait à quelques toises de la croisée. Occupée à contempler, sur la surface des eaux, les lignes noires qui projetaient les têtes de quelques vieux saules, Francine observait assez insouciamment l'uniformité de courbure qu'une brise légère imprimait à leur branchage. Tout à coup, elle crut apercevoir une de leurs figures remuant sur le miroir des eaux par quelques-uns de ces mouvements irréguliers et spontanés qui trahissent la vie. Cette figure, quelque vague qu'elle fût, semblait être celle d'un homme. Francine attribua d'abord sa vision aux imparfaites configurations que produisait la lumière de la lune à travers les feuillages. Mais bientôt, une seconde tête se montra. Puis d'autres apparurent encore dans le lointain. Les petits arbustes de la berge se courbèrent et se relevèrent avec violence. Francine vit alors cette longue haie insensiblement agitée, comme un de ces grands serpents indiens aux formes fabuleuses. Puis, çà et là, dans les genêts et les hautes épines, plusieurs points lumineux brillèrent et se déplacèrent. En redoublant d'attention, l'amante de Marche à terre crut reconnaître la première des figures noires qui allaient au sein de ce mouvant rivage. Quelque indistinctes que fussent les formes de cet homme, le battement de son cœur lui persuada qu'elle voyait en lui Marche à terre. Éclairée par un geste, et impatiente de savoir si cette marche mystérieuse ne cachait pas quelque perfidie, elle s'élança vers la cour. Arrivée au milieu de ce plateau de verdure, elle regarda tour à tour les deux corps de logis et les deux berges, sans découvrir, dans celle qui faisait face à l'aile inhabitée, aucune trace de ce sourd mouvement. Elle prêta une oreille attentive et entendit un léger bruissement semblable à celui que peuvent produire les pas d'une bête fauve dans le silence des forêts. Elle tressaillit et ne trembla pas. Quoique jeune et innocente encore, la curiosité lui inspira promptement une ruse. Elle aperçut la voiture, courut s'y blottir et ne leva sa tête qu'avec la précaution du lièvre aux oreilles duquel résonne le bruit d'une chasse lointaine. Elle vit Pile-Miche qui sortit de l'écurie. Ce chouan était accompagné de deux paysans, et tous trois portaient des bottes de paille.
Ils les étalèrent de manière à former une longue litière devant le corps de bâtiments inhabités parallèle à la berge bordée d'arbres nains, où les chouans marchaient avec un silence qui trahissait les apprêts de quelque horrible stratagème. « Tu leur donnes de la paille comme s'ils devaient réellement dormir là. »« Assez, Pilmiche, assez !» dit une voix rauque et sourde que Francine reconnut. « N'y dormiront-ils pas ?» reprit Pilmiche en laissant échapper un gros rire bête. « Mais ne crains-tu pas que le gars ne se fâche ?» ajouta-t-il si bas que Francine n'entendit rien. « Eh bien, il se fâchera, » répondit à demi-voix Marcheterre. « Mais nous aurons tué les bleus, tout de même. »« Voilà, » reprit-il, « une voiture qu'il faut rentrer à nous deux. » Pilmiche tira la voiture par le timon et Marcheterre la poussa par une des roues avec une telle prestesse que Francine se trouva dans la grange et sur le point d'y rester enfermée, avant d'avoir eu le temps de réfléchir à sa situation. Pilmiche sortit pour aider à amener la pièce de cidre que le marquis avait ordonné de distribuer aux soldats de l'escorte. Marcheterre passait le long de la calèche pour se retirer et fermer la porte, quand il se sentit arrêté par une main qui saisit les longs crins de sa peau de chèvre. Il reconnut des yeux dont la douceur exerçait sur lui la puissance du magnétisme, et demeura pendant un moment comme charmé. Francine sauta vivement hors de la voiture et lui dit de cette voix agressive qui va merveilleusement à une femme irritée. « Pierre, quelle nouvelle as-tu donc apporté sur le chemin à cette dame et à son fils ? Que fait-on ici ? Pourquoi te caches-tu ? Je veux tout savoir. » Ces mots donnèrent au visage du chouan une expression que Francine ne lui connaissait pas. Le Breton amena son innocente maîtresse sur le seuil de la porte. Là, il la tourna vers la lueur blanchissante de la lune et lui répondit en la regardant avec des yeux terribles. « Oui, par ma damnation. Francine, je te le dirai, mais quand tu m'auras juré sur ce chapelet... » Et il tira un vieux chapelet de dessous sa peau de bique. « Sur cette relique que tu connais, reprit-il, de me répondre vérité à une seule demande. » Francine rougit en regardant ce chapelet qui, sans doute, était un gage de leur amour. « C'est là-dessus, reprit le chouan tout ému, que tu as juré. » Il n'acheva pas. La paysanne appliqua sa main sur les lèvres de son sauvage amant pour lui imposer silence. « Ai-je donc besoin de jurer ?» dit-elle. Il prit sa maîtresse doucement par la main, la contempla pendant un instant et reprit. « La demoiselle que tu sers se nomme-t-elle réellement mademoiselle de Verneuil ?» Francine demeura les bras pendants, les paupières baissées, la tête inclinée, pâle, interdite. « C'est une Cato !» reprit Marcheterre d'une voix terrible. À ce moment, la jolie main lui couvrit encore les lèvres. Mais cette fois, il se recula violemment. La petite Bretonne ne vit plus d'amant, mais bien une bête féroce dans toute l'horreur de sa nature. Les sourcils du chouan étaient violemment serrés, ses lèvres se contractèrent, et il montra les dents comme un chien qui défend son maître. « Je t'ai laissé fleur, et je te retrouve fumier. Ah, pourquoi t'ai-je abandonné ? Vous venez pour nous trahir, pour livrer le gars. » Ces phrases furent plutôt des rugissements que des paroles. Quoique Francine eût peur à ce dernier reproche, elle osa contempler ce visage farouche, leva sur lui des yeux angéliques et répondit avec calme. « Je gage mon salut que cela est faux. C'est des idées de ta dame. » À son tour, il baissa la tête, puis elle lui prit la main, se tourna vers elle par un mouvement mignon, et lui dit « Pierre, pourquoi sommes-nous dans tout ça ? Écoute, je ne sais pas comment toi tu peux y comprendre quelque chose, car je n'y entends rien. Mais souviens-toi que cette belle et noble demoiselle est ma bienfaitrice. Elle est aussi la tienne, et nous vivons quasiment comme deux sœurs. Il ne doit jamais lui arriver rien de mal, là où nous serons avec elle. De notre vivant, du moins. Jure-le-moi donc. Ici, je n'ai confiance qu'en toi. » « Je ne commande pas ici, » répondit le chouan d'un ton bourru. Son visage devint sombre. Elle lui prit ses grosses oreilles pendantes et les lui tordit doucement, comme si elle caressait un chat. « Eh bien, promets-moi, » reprit-elle en le voyant moins sévère, « d'employer à la sûreté de notre bienfaitrice
tout le pouvoir que tu as. » Il remua la tête, comme s'il doutait du succès, et ce geste fit frémir la Bretonne. En ce moment critique, l'escorte était parvenue à la chaussée. Le pas des soldats et le bruit de leurs armes réveillèrent les échos de la cour et parurent mettre un terme à l'indécision de Marchater. « Je la sauverai peut-être, » dit-il à sa maîtresse, « si tu peux la faire demeurer dans la maison. Et, ajouta-t-il, quoi qu'il puisse arriver, reste-y avec elle et garde le silence le plus profond. Sans quoi, rien. »« Je te le promets, » répondit-elle dans son effroi. « Eh bien, rentre à l'instant et cache ta peur à tout le monde, même à ta maîtresse. » Oui. Elle serra la main du chouan, qui la regarda d'un air paternel, courant, avec la légèreté d'un oiseau, vers le perron. Puis il se coula dans sa haie, comme un acteur qui se sauve vers la coulisse, au moment où se lève le rideau tragique. « Sais-tu, Merle, que cet endroit-ci m'a l'air d'une véritable souricière ?» dit Gérard en arrivant au château. « Je le vois bien, » répondit le capitaine, soucieux. Les deux officiers s'empressèrent de placer des sentinelles pour s'assurer de la chaussée et du portail. Puis ils jetèrent des regards de défiance sur les berges et les alentours du paysage. « Bah, » dit Merle, « il faut nous livrer à cette baraque-là en toute confiance ou ne pas y entrer. »« Entrons, » répondit Gérard. Les soldats, rendus à la liberté par un mot de leur chef, se hâtèrent de déposer leurs fusils en faisceaux coniques et formèrent un petit front de bandières devant la litière de paille, au milieu de laquelle figurait la pièce de cidre. Ils se divisèrent en groupes auxquels 2 paysans commencèrent à distribuer du beurre et du pain de seigle. Le marquis vint au-devant des 2 officiers et les emmena au salon. Quand Gérard eut monté le perron et qu'il regarda les 2 ailes où les vieux mélèzes étendaient leurs branches noires, il appela Beaupied et la clé des cœurs. « Vous allez, à vous 2, faire une reconnaissance dans les jardins et fouiller les haies, entendez-vous ? Puis vous placerez une sentinelle devant votre front de bandière. »« Pouvons-nous allumer notre feu avant de nous mettre en chasse, mon adjudant ?» dit la clé des cœurs. Gérard inclina la tête. « Tu le vois bien, la clé des cœurs, » dit Beaupied. « L'adjudant a tort de se fourrer dans ce guêpier. Si Hulot nous commandait, il ne se serait jamais acculé ici. Nous sommes là comme dans une marmite. »« Es-tu bête ?» répondit la clé des cœurs. « Comment, toi, le roi des malins, tu ne devines pas que cette guérite est le château que l'aimable particulière auprès de laquelle siffle notre joyeux Merle, le plus fini des capitaines, et il l'épousera, cela est clair, comme une baïonnette bien fourbie. Ça fera honneur à la demi-brigade, une femme comme ça. »« C'est vrai, » reprit Beaupied, « tu peux encore ajouter que voilà du bon cidre, mais je ne le bois pas avec plaisir devant ces chiennes de haie-là. Il me semble toujours voir dégringoler la rose et vieux chapeau dans le fossé de la Pèlerine. Je me souviendrai toute ma vie de la queue de ce pauvre Larose. Elle allait comme un marteau de grande porte. Beaupied, mon ami, tu as trop d'imagination pour un soldat. Tu devrais faire des chansons à l'Institut national. »« Si j'ai trop d'imagination, lui répliqua Beaupied, tu n'en as guère, toi, et il te faudra du temps pour passer consul. » Le rire de la troupe mit fin à la discussion, car la clé des cœurs ne trouva rien dans sa giberne pour riposter à son antagoniste. « Viens-tu faire ta ronde ? Je vais prendre à droite, moi, » lui dit Beaupied. « Eh bien, je prendrai la gauche, » répondit son camarade. « Mais avant, minute, je veux boire un verre de cidre, mon gosier s'est collé, comme le taffetas gommé qui enveloppe le beau chapeau de Hulot. » Le côté gauche des jardins, que la clé des cœurs négligeait d'aller explorer immédiatement, était par malheur la berge dangereuse où Francine avait observé un mouvement d'hommes. Tout est hasard à la guerre. En entrant dans le salon et en saluant la compagnie, Gérard jeta un regard pénétrant sur les hommes qui la composaient. Le soupçon revint avec plus de force dans son âme. Il alla tout à coup vers mademoiselle de Verneuil et lui dit à voix basse : « Je crois qu'il faut vous retirer promptement. Nous ne sommes pas en sûreté ici. »« Craindriez-vous quelque chose chez moi ?» demanda-t-elle en riant. « Vous êtes plus en sûreté ici que vous ne le seriez à Mayenne. » Une femme répond toujours de son amant avec assurance. Les 2 officiers furent rassurés. En ce moment, la compagnie passa dans la salle à manger,
malgré quelques phrases insignifiantes relatives à un convive assez important qui se faisait attendre. Mademoiselle de Verneuil put, à la faveur du silence qui règne toujours au commencement des repas, donner quelque attention à cette réunion curieuse dans les circonstances présentes, et de laquelle elle était en quelque sorte la cause par suite de cette ignorance que les femmes, accoutumées à se jouer de tout, portent dans les actions les plus critiques de la vie. Un fait la surprit soudain. Les deux officiers républicains dominaient cette assemblée par le caractère imposant de leur physionomie. Leurs longs cheveux, tirés des tempes et réunis dans une queue énorme derrière le cou, dessinaient sur leur front ces lignes qui donnent tant de candeur et de noblesse à de jeunes têtes. Leurs uniformes bleus râpés, à parements rouges usés, tout, jusqu'à leurs épaulettes rejetées en arrière par les marches et qui accusaient, dans toute l'armée, même chez les chefs, le manque de capote, faisait ressortir ces deux militaires des hommes au milieu desquels ils se trouvaient. Oh, là est la nation, la liberté, se dit-elle, puis jetant un regard sur les royalistes. Et là est un homme, un roi, des privilèges. Elle ne put se refuser à admirer la figure de Merle, tant ce gai soldat répondait complètement aux idées qu'on peut avoir de ces troupiers français qui savent siffler un air au milieu des balles et n'oublient pas de faire un lazzi sur le camarade qui tombe mal. Gérard imposait. Grave et plein de sang-froid, il paraissait avoir une de ces âmes vraiment républicaines qui, à cette époque, se rencontrèrent en foule dans les armées françaises auxquelles des dévouements noblement obscurs imprimaient une énergie jusqu'alors inconnue. « Voilà un de mes hommes à grande vue », se dit mademoiselle de Verneuil. Appuyé sur le présent qu'il domine, il ruine le passé, mais au profit de l'avenir. Cette pensée l'attrista, parce qu'elle ne se rapportait pas à son amant, vers lequel elle se tourna pour se venger par une autre admiration, de la République qu'elle haïssait déjà. En voyant le marquis entouré de ces hommes assez hardis, assez fanatiques, assez calculateurs de l'avenir, pour attaquer une République victorieuse dans l'espoir de relever une monarchie morte, une religion mise en interdit, des princes errants et des privilèges expirés. Celui-ci, se dit-elle, n'a pas moins de portée que l'autre, car, accroupi sur des décombres, il veut faire du passé l'avenir. Son esprit, nourri d'images, hésitait alors entre les jeunes et les vieilles ruines. Sa conscience lui criait bien que l'un se battait pour un homme, l'autre pour un pays, mais elle était arrivée par le sentiment au point où l'on arrive par la raison à reconnaître que le roi, c'est le pays.